France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est jeudi, nous sommes le 9 mai, j'espère que vous allez bien, on est ensemble jusqu'à 18h pour et ensemble décortiquer l'actualité avec vos appels au 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour arriver jusque nous, avec au programme de ce grand forum aujourd'hui, à la une de ce grand forum, 2 policiers ont recouvert la tête d'un mineur de 15 ans avec un sac en tissu après l'avoir interpellé à tort à Paris. Ça s'est passé le 15 mars dernier. Le gouvernement peut-il continuer à faire le dos rond face aux violences policières? On en parle avec vous dans un instant de violences policières. C'est très tendance en ce moment avec vous, et c'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Autre sujet tout à l'heure, retour sur une enquête, celle du CJL, Comité Justice Liberté pour tous. Le CJL évidemment présidé par Yes Alouati, ça tombe bien, il sera avec nous. Un scandale qui concerne la mairie de Paris, nous y reviendrons évidemment, sans oublier le quiz du LGF, et tout à l'heure, en fin d'émission, le directeur de la rédaction de notre Bobigny.com, monsieur Razik Metiche, co-animateur aussi de l'émission Le Grand Forum du Sport, pour parler et revenir sur les 2 matchs absolument extraordinaires qui se sont déroulés, les 2 matchs de Ligue des Champions évidemment, avec la qualification de Tottenham et de Liverpool pour la finale de la Ligue des Champions. On en reparle évidemment avec vous au 01 40 33 9000, soyez les bienvenus, c'est parti pour votre grand forum qui vous emmène et vous conduit tranquillement jusqu'à 18h. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est le grand forum, c'est tous les jours de 16h à 18h, et l'ami Louati est là puisque le jeudi c'est Louati. Salut Yasser, ça va? Bien et toi? Impeccable. Avant de parler de nouveau de violence policière avec cette, je sais pas si t'as vu l'info révélée par Mediapart concernant ce jeune mineur de 15 ans qui a été interpellé à tort, mais pas de n'importe quelle manière puisqu'on lui a recouvert la tête avec un sac en tissu quand même sur la tête, en insulte, etc. Et puis en fait pour le relâcher, pour lui dire qu'il avait rien à voir. Mais quand même, voilà, la gravité est là. Et la violence policière, le gouvernement va continuer à faire le dos rond face à cette violence policière. C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. On parlera de la révélation et du scandale révélé encore une fois par le CJL, Comité Justice et Liberté pour tous, à propos de la mairie de Paris. Décidément, les mairies... Maintenant, là, c'est directement l'hôtel de ville de Paris, ouais, sous Anne Hidalgo, et encore une fois, du racisme. Et une fachosphère totalement débridée et impunie. Le journaliste justement Khaled Simhan sera avec nous tout à l'heure, lui qui a mené l'enquête pour le CJL, nous donnera un petit peu les détails de cette affaire croustillante. On parlera aussi, parce que c'est important, de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Rien ne va plus, l'Europe qui est plus embêtée que jamais, on le verra, et tout à l'heure. Mais pour l'heure, mon cher Yasser, c'était mardi et hier soir. C'était les demi-finales de la Ligue des Champions. Et quelle soirée! Et quelle soirée! Pour en parler avec nous, le directeur de la rédaction de notre Bobigny.com, mais aussi co-animateur du Grand Forum du Sport avec Hicham Terak et moi-même, Razik Metiche. Salut mon Razik! Bonjour à tous, bonjour Yasser. Salut mon Razik. Alors dites donc, quelle soirée! Quelle soirée! Ouais. Quelle soirée au pluriel. Non, réellement c'était jouissif. Je pense que c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Oui, c'est ça, oui. La soirée de mardi, et je vous l'avais dit en plus au LGL des Sports, s'il y avait bien un stade et s'il y avait bien une équipe qui pouvait réaliser cette remontada, c'était bien le stade d'Anfield et c'était bien Liverpool. Le miracle a eu lieu, et le miracle a eu lieu avec en plus 2 joueurs majeurs de Liverpool, c'est-à-dire Salah et Firmino qui étaient sur le banc, qui étaient blessés. Donc vraiment quelque chose d'extraordinaire, voir Barcelone avec Lionel Messi à sa tête, l'une des plus grosses équipes de ces 15 dernières années, s'écrouler comme ça et se faire écrire 4-0 à Anfield, c'était jouissif. Excusez-moi du terme. Et le deuxième match hier, alors là le deuxième match on a alors sur le Barça, Yasser, le Barça, tu le voyais vraiment éliminé après avoir fait 3-0 à l'aller? Franchement, ouais. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais. Tu pensais que Liverpool pouvait le faire? Je pensais vraiment que Liverpool pouvait le faire, mais pas avec un 4 buts. Ça, franchement, ça, non. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Et alors? Sans Mo Salah en plus. Sans Salah, effectivement. Sans Salah, sans Firmino. Ouais. Et puis hier soir, alors là, ce fut encore exceptionnel. L'Ajax d'Amsterdam. Ça a été Tottenham. Les montagnes russes dans un seul match. Ça veut dire qu'on a eu une première mi-temps, mais aboutie de la part de l'Ajax qui menait 2-0. On se dit à la mi-temps que c'est bon, circuler, il n'y a plus rien à voir. Ouais. Sur l'ensemble des 2 matchs, ça faisait 3-0, sachant que l'Ajax était imposé 1-0 à Tottenham. Donc à la mi-temps, ça faisait 3-0, Tottenham devait passer 3 buts
pour pouvoir se qualifier, et le miracle s'est encore produit. Ça veut dire qu'en une mi-temps, Tottenham a totalement renversé le score et la logique, et qui plus est par le même joueur, Lucas qui hier a prouvé au monde entier, a prouvé surtout à ses anciens dirigeants PSG qui pouvaient répondre présent sur les grands événements. Incroyable. Lucas hier a mis un triplé, sachant qu'il marque pas beaucoup, il a mis un triplé en plus du pied gauche, son pied le plus faible. Ça souligné, et dont le dernier but à la 95e minute, plus quelques secondes. Ça veut dire que logiquement l'arbitre aurait dû siffler juste après son tir. Si son tir passe à côté, l'Ajax était qualifié, l'Ajax allait en finale, et la cruauté et la beauté du sport, c'est que le ballon rentre dans les petits filets, que ça élimine l'Ajax, malheureusement, et j'aimerais quand même saluer le parcours exceptionnel de cette équipe d'Ajax, et qualifié Tottenham, c'était la grosse cote, personne ne les voyait là, ils sont passés à tous les tours de façon récréative, ils sont passés au premier tour en marquant à la dernière seconde à Barcelone en faisant un nul 1-1 qui les qualifiait donc pour le huitième de finale, et donc on va les retrouver en finale. Et là aussi on va avoir une finale 100% anglaise. Incroyable. Avec Tottenham Liverpool. Tous ceux qui disaient que le football anglais était moribond, que la première ligue bouffait trop d'énergie, et que justement c'est le football espagnol qui régnait sur l'Europe. Ouais. Aujourd'hui on en a un peu pour leur frais, sachant qu'on va avoir peut-être aussi dès ce soir une finale d'Europa League 100% anglaise avec un Chelsea Arsenal peut-être en Europa League, et aujourd'hui on le sait d'ores et déjà avec Liverpool Tottenham en finale de la Ligue des Champions. Comme quoi avoir des droits TV qui ont explosé en Angleterre par cette manne financière a permis aux Anglais de rattraper très très vite le gap qu'il y avait, et je me dis même qui aurait peut-être avec les autres clubs, avec les clubs anglais, avec les clubs espagnols et italiens surtout. Quelle claque. Non mais quelle claque, Razik, parce que c'est vrai que le football anglais avait quand même quelques difficultés de saison en saison, et là d'offrir deux affiches possibles et pas des moindres, de deux finales, Ligue des Champions, Europa League 100% anglaise, ça paraît hallucinant. Je crois que c'est du jamais vu, je crois, hein. Il me semble pas, l'Espagne avait déjà trusté comme ça des finales, il me semble, mais il trustait soit l'une, soit l'autre finale. Les deux finales, les deux. En même temps, pour le même palier, je crois que c'est l'inédit. Il me semble que c'est l'inédit. Ça montre encore une fois qu'en ce moment, la suprématie du foot se trouve en Angleterre. Ah bah a priori ça, c'est incontestable. Là c'est une consécration des championnats anglais. Oui, ça là c'est une consécration totale là pour le coup. Oui, c'est clair. Après, il y a un petit souci par rapport à des mastodontes avec le Barça et le Real qui reviendront très très fort. Oui, je pense aussi le Real notamment. Mais il y a un petit souci par rapport à la finale. Vous avez suivi, messieurs. Vous savez que c'est RMC, enfin c'est le groupe qui a les droits. Et BFM a voulu faire un petit coup de comment dirais-je de com pour le coup en voulant diffuser la finale de la Ligue des Champions. Je crois que c'est le 1er juin si je ne m'abuse. Le 1er juin, absolument. Voilà. Sauf que le CSA dit mais attendez, c'est pas votre mission, ça fait pas partie de votre cahier des charges. Vous êtes une chaîne d'infos, à quel type vous allez diffuser un match de Ligue des Champions qui plus est une finale. Donc la bataille est apparemment engagée. Il continue de diffuser et continue d'appeler à la diffusion le 1er juin. En tout cas là pour avoir été sur BFM là en début d'après-midi, ils le disent que le 1er juin ils diffuseront la finale de la Ligue des Champions. Ça serait un coup énorme s'ils arrivent justement à diffuser, mais sachant que le groupe RMC, enfin que le groupe RMC Sport, etc. et immense, si c'est pas diffusé sur BFM, ce sera diffusé sur une des chaînes de la TNT possédée par le groupe Drahi. Quoi qu'il arrive, ils feront un très gros coup marketing. Je me souviens à l'époque où c'était Canal+ qui était détenteur des droits. Ouais. Ils n'ont pas hésité à faire diffuser la finale de la Ligue des Champions par C8 pour justement dynamiser et lancer leur chaîne. C'est un petit peu un retour sur investissement. Et en tout cas, par rapport à la Ligue des Champions de cette année, il faut qu'on se le dise, ça a été une édition, mais absolument mémorable. Elle devrait s'appeler la Ligue des Remontadas. Ça a été incroyable des huitièmes de finale jusqu'aux demi-finales. Et le premier vainqueur de la remontada, c'est le PSG, hein, Razik. Bah, vous l'avez. Alors là, oula, Christophe, on va pas commencer. On est les premiers quand même en la matière de remontada. On est très fort. On s'est pris un 6-2. Vous vous rappelez quand même? 6-1 ou 6-2, je sais plus. Bien sûr, mais je pense que Liverpool a rendu la monnaie de sa pièce à Barça. Barcelone, c'est sa deuxième remontada. Ah oui. Ils ont vécu la remontada l'année dernière à la Roma où ils prennent 3-0, ils sont éliminés.
Et ils ont vécu la Reds Montada là, il y a avant-hier où les Reds on leur ont mis 4-0 et se sont qualifiés pour la finale. Donc j'étais bien content, Razik. Hein. Franchement, j'étais super content moi que Barcelone se prenne une remontada de la sorte. J'ai un peu du mal avec la Barcelona mania qu'il y a. Voilà. Qui ferait de ce club un peu la panacée du football et de leur style de jeu. Mais alors comment ils vont faire? Question les gars. J'adore le style de Liverpool. Question que j'ai à vous poser là. J'étais heureux. Razik, question que j'ai à vous poser, Razik et Yasser. Comment ils vont faire pour le Ballon d'Or là? Parce que Messi là, il s'est cramé pour lui. Coupe du Monde, il a rien fait. Ils sont pas là. Je vais vous donner une grosse cote, Sadio Mané. Pourquoi ça ne donnerait pas Sadio Mané? Il a fait une saison excellentissime. Il qualifie parce que ça a été l'un des grands artisans de la qualification en demi-finale, en quart de finale. Enfin, à chaque fois, c'était un des grands bonhommes de la Ligue des Champions de cette année. Si il a bien qu'il marque le début et qu'il soulève la Ligue des Champions, et si en plus le Sénégal est amené à faire un gros parcours en CAN, pour moi, ça peut être un des favoris. Il y a un autre joueur aussi, Mohamed Salah, hein. Pourquoi pas? Mohamed Salah, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il est blessé en ce moment. Ouais, mais il réalise pas la même saison qu'année dernière. Ouais, mais il sera pas disponible pour la finale? On ne sait pas, c'est musculaire pour le coup, on n'a pas forcément, mais je pense que Firmino et Salah seront logiquement disponibles pour la finale. Bon, merci en tout cas mon Razik, il était important en tout cas qu'on y revienne, parce que c'était exceptionnel ce qui s'est passé quand même sur les terrains. Clairement. Surtout ça arrivait en plein rupture du jeûne quoi, donc c'est pas très cool quoi. De quoi? La remontada. Oui, mais ça fait du bien. Les gens en plus jeunes, il y a des buts. Bon, c'est vrai, c'est. C'est bien, ça met d'entrain, c'est parfait. C'est pour, tu vois, un petit café, puis c'est bon, c'est parti. Hein. Petite chicha pour Razik, on y va. Hein. Merci mon Razik, en tout cas, bonne soirée. Et ce soir, évidemment, on connaîtra le résultat de l'Europa League. Voilà. Bon, Yasser, il fallait qu'on parle de foot parce que c'est un peu d'opium du peuple, le foot, c'est très bien. C'est pour ça que je consomme avec modération. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Alors, je voulais vous parler donc de ce qui s'est passé. C'est une affaire révélée une nouvelle fois par Mediapart, hein, qui d'ailleurs fait des beaux coups en ce moment en matière de révélation. Mediapart, concernant donc cette violence policière une nouvelle fois. Une violence policière qui se serait produite au mois de mars dernier, puisqu'un enfant de 15 ans, on peut parler d'enfant encore à 15 ans, un mineur donc de 15 ans, les deux policiers ont recouvert la tête d'un jeune mineur de 15 ans avec un sac en tissu après l'avoir interpellé à tort à Paris. Et la question que je pose, Yasser Louati, le gouvernement peut-il continuer à faire le dos rond face aux violences policières qui sont de plus en plus importantes? En toute sincérité, je pense que la question aurait dû être reformulée. Le gouvernement continuera-t-il à bomber le torse face à autant de révélations sur les violences policières? Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, c'est documenté, on a des vidéos. Mais combien de cas similaires ne sont pas répertoriés, n'aboutissent pas sur les réseaux sociaux et encore moins à une plainte? Donc là, on a une vidéo de visu, on voit ce qui se passe, mais ce n'est pas la première. Et on voit bien que le gouvernement, c'est toujours la fuite en avant ou le silence. Et encore une fois, hier encore, on avait Castaner qui décorait les policiers pour en faire des grands résistants face à l'occupant nazi, alors que la police elle-même est née sous Pétain et a été dirigée par René Bousquet. Et on connaît ses faits d'armes pour la chasse aux juifs, aux communistes et aux résistants et aux anarchistes. Donc là, maintenant, il y a une profonde culture de l'impunité en France. La police est toujours vue comme une institution intouchable, elle est comme l'armée, et non, le gouvernement ne reniera pas et ne reviendra pas en arrière et ne dénoncera pas les agissements des policiers, puisqu'ils ont été formés pour faire ce genre de choses et qu'on recrute des cas sociaux dans la police pour qu'ils se comportent de la sorte. Donc c'est voulu? En tout cas, est-ce qu'il y a pas peut-être est-ce que le gouvernement n'aurait pas intérêt justement à prendre, à titre d'exemple, j'allais dire, une violence policière, la faire juger, pourquoi pas condamner si on condamne, le gouvernement si on condamne, non, si on condamne l'exécutant, il faudra condamner celui qui a formé, celui qui a recruté, celui qui a savé et celui qui n'a rien dit. On sait très bien que si une personne aboutit devant les tribunaux, on aura les syndicats qui vont dire oui, mais les supérieurs savaient et ils ont rien dit. Et donc là, le gouvernement n'a absolument pas. Qui se mord la queue, quoi. Exactement. Le gouvernement n'a absolument pas intérêt à ce que l'affaire devienne publique au point d'aboutir devant les tribunaux et que les langues se délient. Absolument pas.
tout ça est documenté. À chaque fois, on va de découvrir la Lune. Mais c'est pas possible. Depuis 40 ans que les banlieues dénoncent les violences policières sur une base raciste, les Noirs et les Arabes. Donc aujourd'hui, maintenant, cette violence de la police tape sur des Blancs. Eh ben, tout le monde s'en offusque avec les gilets jaunes. Ben, je suis désolé. Ça fait 40 ans que ça dure. 40 ans que la police jouit d'un bénéfice du doute permanent. Ça fait 40 ans que la police se comporte et qu'elle ne rend de compte à personne et qu'elle a le monopole de la violence légitime. Eh ben, voilà ce qui se passe quand une institution est en autocontrôle et ne rend de compte à personne. Bon, en tout cas, est-ce que vous répondez? Vous êtes évidemment 87% à dire non. Sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Vous continuez, vous nous appelez évidemment pour parler de ce sujet, parce que quand même, mine de rien, il s'agit d'un gamin de 15 ans. Alors ça peut être votre fils, votre fille, 14-15 ans, interpellé à tort, parce que évidemment après les flics sont aperçus qu'ils se sont trompés de cible, ils se sont trompés de gamin, mais pourquoi l'interpeller de la sorte, menotté, recouvert la tête avec un sac en tissu, insulte, etc. Ça commence à suffire. Il y a un moment, il faut dire stop. Nos enfants aujourd'hui ne doivent pas grandir avec cette haine de la police, parce qu'on va où là? Dans quelle société on veut pour nos gamins, pour demain? Je pense que depuis une quinzaine d'années, on est en train de faire grandir une génération qui grandira avec la haine de la police. Mais c'est carrément ça. Aujourd'hui, voilà, quand vous avez justement toutes ces violences qui s'affichent, qui sont révélées, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux maintenant c'est fini, ils peuvent plus passer à travers. Et tout le monde peut filmer. Et d'ailleurs, Yasser, il est important de rappeler à toutes celles et tous ceux qui sont témoins d'une violence policière ou peut-être d'un abus d'un policier, on a le droit de filmer, même s'ils font des intimidations. C'est ce droit, on l'a. Voilà, on a le droit de filmer avec son portable une scène avec un policier. Alors c'est vrai que les policiers n'aiment pas du tout, hein. Ils vous menacent, voilà. Mais on a le droit, et ça c'est important, et on a ce devoir surtout, de relayer. Surtout en fait, il faut apprendre il faut filmer en streaming, ça veut dire en fait en live. En live, c'est-à-dire que la vidéo est immédiatement diffusée sur les différents canaux, YouTube ou autres. Comme ça, si la vidéo est interrompue, elle reste en ligne. Oui. Alors que si on filme, on enregistre, le temps que ça charge, il se peut que le téléphone soit confisqué, voire même détruit par la police. En tout cas, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que la violence policière, on en parle effectivement, comme tu le dis, depuis une quarantaine d'années dans les quartiers. Mais cette violence policière s'est affichée aujourd'hui grâce à ce mouvement grâce ou à cause du mouvement des gilets jaunes. On l'a vu dès les premiers samedis, il y a eu cette violence qui s'est exprimée, ces éborgnés aujourd'hui. Vous avez ces mains arrachées, vous avez ces nombreux blessés, aussi bien côté police mais côté manifestants. Cette violence, elle est là et elle est présente tous les week-ends. Elle a toujours été là, Christophe. Oui, non mais d'accord. Il faut quand même. Les Français lambda la découvrent. Non, les Français découvrent la Lune parce que quand c'était encore d'autres personnes qu'on a tellement déshumanisées dans les quartiers populaires et dans les quartiers à majorité noirs, musulmans, arabes, roms, etc. On se disait, ils sont pas assez humains pour qu'on s'en offusque. Or, à chaque fois qu'on se tait face à une violence ou à une injustice, on finit toujours par la subir. Et je dis aujourd'hui aux Gilets jaunes ce que j'ai dit il y a quelques années à la gauche parisienne pendant l'état d'urgence. Bienvenue au club. Parce que ça prend des proportions nationales quand des populations blanches sont attaquées, lorsque des pères de famille blancs sont attaqués. Mais personne n'est venu dénoncer ça quand c'était les mamans arabes qui se font taper par la police, quand c'était les gamins qui se font tabasser, quand c'est des personnes qui sont innocentes, qui se retrouvent balayées dans leur quartier, humiliées, et les contrôles faciès, tout le monde s'en fout. Écoutez, cette violence-là a toujours été là. Maintenant, il y a dénonciation. Ensuite, que comptez-vous faire ? Le gouvernement, pour l'instant, montre bien qu'il se tiendra aux côtés de sa police parce que c'est elle qui le protège de la rue. Il faudra maintenant passer à un échelon supérieur, se dire, après la dénonciation, qu'est-ce qu'on fait? En fait, si je comprends bien, Yasser, tu dis, quand elle était présente dans les quartiers populaires, on se disait, finalement, c'est pas grave, ils l'ont mérité. Exactement. Aujourd'hui, c'est la France entière qui découvre, la France lambda, la France profonde qui découvre cette violence policière, et là, on s'en offusque. Et il y en a même qui ont témoigné. Je voyais l'interview d'une dame sur le Média TV, qui disait, oui, avant, je regardais quand les banlieues, se retournaient contre la police et leurs émeutes. Moi, je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi ils font ça? Maintenant, je comprends. Sincèrement, peut-être que ce que je vais dire, j'ai pas de sympathie pour un discours comme celui-là. Parce que ça veut dire que la personne qui souffre en face de vous ne vous émeut même pas. Elle est tellement pas humaine à vos yeux qu'elle a beau hurler, il y en a qui meurent, il y en a qui sont éborgnés, il y en a qui sont harcelés, il y en a qui perdent, qui sont mutilés, et personne n'a rien dit. On a oublié les perquisitions chez les musulmans pendant l'état d'urgence, on a oublié les mosquées mises à sac, et aujourd'hui on veut nous faire croire, mais c'est pas juste la police est méchante. Mais elle a toujours été.
Yasser, vos questions, vos appels au 01 40 33 9000, vous peut-être nous raconter un petit peu si vous avez été soit témoin, soit victime justement d'un abus, d'une interpellation ou d'un contrôle qui serait mal passé. Venez nous raconter, c'est important aussi d'exprimer et de raconter. Il y a quand même un autre truc qui me choque dans l'actualité, Yasser, mais vraiment qui est choquant. Vous savez qu'il y a 33 listes qui se présentent pour les européennes dans 15 jours là. Parmi les 33, il y en a 2 anti-islam affichés clairement et acceptés, validés. C'est possible ça ? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut imaginer demain d'avoir parmi les 33 listes 2 listes anti-chrétiennes affichées ouvertement, anti-juives affichées ouvertement ? Est-ce que ça passerait ? Je vous la pose la question. Non, ça ne passerait pas parce que on sait que l'antisémitisme en France, il y a la culpabilité permanente maintenant. Je veux dire, la France a quand même déporté ses propres juifs, et donc maintenant pour faire amende honorable, c'est absolument hors de question. Mais donc on a condamné l'antisémitisme, mais on s'autorise l'islamophobie. Or, l'islamophobie, ou plutôt un islamophobe, est un antisémite qui se cache. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce qu'on est islamophobe parce que c'est facile, parce que c'est gratuit, parce que ça ne coûte rien. Mais quand on déteste les musulmans, on déteste nécessairement les juifs. Donc il y a 2 listes clairement affichées anti-islam, anti-musulmans qui se présentent, qui ont été validées, hein, donc tout va bien, notamment celle de Renaud Camus. Et dans celle de Renaud Camus, vous avez cette jeune qui s'est pris une balle de LBD, qui justement est éborgnée aujourd'hui et qui se présente sur cette liste donc anti-islam. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle, Fiona ou je sais plus comment. Et donc aujourd'hui, ça pose aucun problème dans ce pays, en France. Est-ce que là aussi, c'est pas pointé du doigt la non-réaction, l'absence totale de cette communauté qui ne fait que d'année en année se faire taper dessus tranquillement. Aujourd'hui, si je provoque volontairement, si il y a 2 listes anti-islam parmi les 33 à l'élection européenne le 26 mai prochain, est-ce que c'est bien fait pour nous ? Est-ce que c'est notre faute ? Alors, sincèrement, le ton est provocateur et je comprends, et tu es dans ton rôle, mais c'est un peu facile de dire à des masses de gens qui sont inconnus, de leur dire c'est de votre faute. Maintenant, il faut pointer du doigt toutes les personnes qui se sont dites représentantes de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, qui viennent d'un côté jouer les radicaux en off et qui viennent sur scène sur les réseaux sociaux prendre la posture de nous sommes des gens qui allons défendre, etc., et qui en off ne cherchent qu'une chose, c'est d'avoir une place autour de la table avec l'État. On voit bien que ces personnes-là n'ont pas fait le travail nécessaire pour organiser, parce que pour organiser ce qu'on appelle une communauté, même si c'est un terme qui me pose problème, pour organiser les gens, il faut que le travail dépasse sa propre petite personne et ses blessures narcissiques. Ça veut dire le travail qu'on fait, c'est pas pour sa carrière, son image, son nom et sa réputation. Ça veut dire il faut avoir un certain dépassement de soi-même pour se mettre au service des autres. Or, ce qui se passe avec malheureusement c'est quoi ? Quasiment tous les représentants de celles et ceux qu'on appelle les musulmans autoproclamés, c'est une carrière individuelle. Ça veut dire que la souffrance de celles et ceux qu'on appelle les musulmans est la chair à canon pour leur carrière. Ça veut dire, ils exploitent des revendications qui sont légitimes, mais en même temps, ils bloquent les personnes d'une future organisation qui soit proprement efficace et qui puisse aboutir à des résultats. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui, d'un côté, étouffent tout mouvement d'émancipation, et de l'autre, des personnes qui se disent mais pourquoi ça marche pas et c'est de notre faute, etc. Non, il faut pas s'auto-flageller. Maintenant, la critique, il faut l'adresser envers ses propres représentants et leur demander des comptes. Ça veut dire, c'est bien beau de fanfaronner à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, etc. Mais en termes d'organisation, qu'est-ce qui a été fait réellement pour que les gens aient un poids politique ? Démonstration simple, hein. Oui, démonstration simple. Il y a une semaine et demie, les gilets jaunes s'étaient pointés dans le bâtiment de LCI. Oui. D'accord. Oui. Quand on a eu David Pujadas, qui le jour même de Christchurch a invité Robert Ménard, Romain Goupil et un autre éditorialiste du Figaro qui avait dit oui, c'est que le match retour du terrorisme en parlant des 50 morts de Christchurch. C'est Rioufol. Non, c'était encore une personne qui m'était encore une fois inconnue. Est-ce que on a eu des personnes qui sont dit nous représentons ces musulmans, maintenant nous appelons à manifester sous les fenêtres de la rédaction? Ben non. Non. Hayat est avec nous. Bonsoir Hayat. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Ah, je vous écoute très souvent. Vraiment, alors là, je vous félicite. Sofiane et on adore. Je vous félicite Hayat.
Merci. Je voulais parler. En fait, moi, je fais partie du mouvement Gilets jaunes depuis le début. Hein. Oui. Je me retrouver dès le premier rassemblement Gilets jaunes toute seule à la Bastille parce que je savais pas où c'était. Ensuite, j'ai commencé à y aller et en fait, en y allant plus souvent, il y a des gens qui proclament allez, venez, descendez. Ils sont où les mecs de cité? Il est connu ce refrain. Eh oui. Et je leur ai dit pourquoi vous appelez nos enfants? C'est mes enfants aussi. Hein. Ils font appel à nos enfants. Je dis, nous, on est là. Pourquoi vous voulez qu'ils descendent? Pourquoi? Ça suffit pas, nous, parce que vous n'arrivez pas à mettre un feu dans une poubelle, alors vous demandez à nos enfants de le faire? Exactement. Non, mais, exactement. Alors, je leur demande fermement de pas faire appel à nos enfants. Alors, on a le droit à des... Alors, je vais être vulgaire. Hein. Descendez, vos darons sont en train de se faire taper. Allez, descendez. Ils font des appels en streaming, comme vous dites, en direct. Donc, voilà, ils font des appels. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Donc ils font des appels à la haine, ils font des appels à nos enfants. Oui, venez, descendez les racailles des cités, descendez. Pourquoi? Nous on est là, ça leur suffit pas? Parce que pour eux le mythe c'est que en fait là c'est des petits soldats des cités, ils sont forcément révoltés et leur violence perçue, ils veulent s'en servir pour leur manifestation. Mais Hayat, ce que vous dites là, moi j'ai vécu personnellement avec des personnes avec qui j'ai milité contre l'état d'urgence. Ouais, Yasser, ils sont où? Vas-y, ramène les gars de la cité qui déboulent. Oui. Et moi, je suis en train de me dire, non mais celui-là, il a vraiment pensé qu'il avait affaire à un demeuré qui connaît pas l'histoire des mouvements de gauche en France. Ça veut dire que pour eux, toute l'année, ils sont pas là face aux violences policières dans les quartiers populaires et pour riposter avec eux. Par contre, lorsque eux organisent des manifestations, il faut que les Arabes et les Noirs viennent remplir les rangs, mais absolument jamais participer à l'organisation et contribuer à la stratégie. Ça, vous les verrez pas. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça que moi, le mouvement des Gilets jaunes, je n'ai pas appelé à le rejoindre. J'ai une sympathie. C'est un mouvement qui est légitime. J'espère qu'il aboutira. Mais me concernant, on a un siècle de mouvements de gauche en France. Au début, ils appellent les Noirs et les Arabes pour remplir les rangs. Et une fois que ces mouvements-là passent à la table des négociations, les Arabes et les Noirs sont mis de côté et ça devient une négociation entre Blancs. Et toutes les demandes spécifiques aux Noirs et aux Arabes et aux quartiers populaires deviennent secondaires. Ouais. Ah, mais carrément, ouais, bien écliré. Hein. Bon. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Bon, Hayat, vous continuez le mouvement, donc vous allez tous les samedis, vous êtes présente? Oui, j'y vais presque tous les samedis. Ça fatigue, hein, vous savez, c'est beaucoup de boulot. Ah ouais, j'imagine. On laisse la maison comme ça, on s'en va, c'est beaucoup de marches. Il faut s'en remettre aussi. Je voulais parler aussi des violences policières dans les banlieues. Moi, mon fils, il a 17 ans. Oui. En plus de la BAC, il y a aussi les polices privées, comme j'appelle ça, les polices du maire. Vous savez, les polices municipales. Ouais. Et qui s'y mettent aussi sur nos petits. Et je vous assure qu'ils sont pas tendres, vraiment. Hein. Ils sont pas tendres et c'est au quotidien. Vous habitez où, madame? Quelle ville, madame? Pardon? Vous habitez quelle ville? Romainville, d'accord. On a fait un papier, madame, sur la ville de Colombes. Je vais le lire sur le site du CJL et la police municipale de Nicole Guetta. C'est exactement ce que vous dites. C'est des gros bras qui sont pas formés, qu'on envoie pour casser du noir et de l'arabe de leur cité et pour en même temps envoyer un message à l'électorat blanc comme quoi vous avez vu, nous sommes en train de les mater. Et même la maire parlait un langage qui faisait référence à la guerre d'Algérie parce que bon, c'est un tiers de Pasqua, donc c'est très bien. C'est nostalgique elle aussi. Oui. D'accord, ok. Bon, merci en tout cas, Hayat, merci bon courage. Vraiment, j'aime beaucoup. Au revoir. Continuez à rester avec nous, ma chère Hayat. 01 40 33 9000. Voilà, venez nous raconter un petit peu comment ça se passe. Oui. Hayat nous dit que la police municipale se comporte avec des gros bras face aux enfants, 17 ans. Moi, on l'a tous vécu, Yasser. On est tranquillement en train de discuter en bas du bloc et t'as les flics qui arrivent et qui viennent faire qui viennent provoquer, tout simplement provoquer pour tous les jours embarquer. Embarquer. Parce que évidemment ils savent très bien là où ça fait mal. Et outrage à agent dès qu'il y en a un qui répond. Même pas d'insulte, hein. Juste tu lèves la voix, outrage à agent. Allez hop, à tout de suite. 01 40 33 9000. On continue d'en parler et on attend le journaliste du CJL. Il est où le journaliste du CJL? Il m'a dit qu'il était en route là. Mais il est où? Dans quel pays là? Quelle planète? Non, il est à Paris et il arrive. Je pense qu'il devrait arriver. Très bien. On va parler de ce nouveau scandale révélé encore une fois par le CJL. Et là, ça concerne directement la mairie de Paris, la mairie de Madame Hidalgo. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Yasser Louati qui est avec nous et aussi rejoint par le journaliste du CJL, le Comité Justice et Liberté pour tous, monsieur Khaled Simohan. Bonsoir Khaled. Bonsoir Christophe. Bienvenue, nouvelle fois, connais la maison. La question du jour, avant de parler évidemment de la nouvelle révélation, nouvelle enquête du CJL, Khaled, à propos et directement visé la mairie de Paris, la mairie de Anne Hidalgo. C'est la question du jour aujourd'hui, ce sont deux policiers, t'as peut-être vu l'affaire,
deux policiers révélés par Mediapart qui ont recouvert la tête d'un mineur de 15 ans avec un sac en tissu après l'avoir interpellé à tort à Paris. Le gouvernement peut-il continuer à faire le dos rond face aux violences policières? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter le Grand Forum FM2. Et on a Karim justement, tiens, on parlait de la police et avec Hayat qui nous racontait que la police municipale se comporte très mal dans quelques villes. Et Karim va nous parler de Colombes justement. Vous en avez fait un papier, je crois, CJL, de la police municipale de Colombes. Karim, bonsoir. Karim, il s'est barré, Karim. Il s'est barré. Il voulait nous parler de Colombes et de la police municipale de Colombes parce que il l'a connu. Évidemment, vous en avez fait un papier. On va peut-être rappeler de quoi il s'agit, messieurs, dans le CJL à propos de la police municipale de Colombes qui a été mise à mal donc dans votre papier, dans votre article du CJL. Oui, alors c'est une police qui s'inscrit dans une militarisation croissante des forces de police, de ceux qui sont censés être des gardiens de la paix. J'ai découvert donc à ma grande stupéfaction que, vous vous souvenez qu'il y a une vingtaine d'années, parler de la police municipale, c'était déjà quelque chose de, c'était pas un tabou, mais c'était pas une question évidente quand des municipalités voulaient s'équiper d'une police municipale. Ouais. Alors quand il s'est agi de les armer, la polémique a gonflé. Or là, on arrive à un niveau de militarisation qui est invraisemblable. C'est une police municipale, elle n'est pas juste équipée d'armes de poing, elle est équipée de taser, elle est équipée de gilets pare-balles. C'est vraiment et puis. Est-ce qu'ils sont formés d'ailleurs? Alors, d'après nos informations, en fait, l'équipe précédente qui était une police municipale plutôt plutôt bonhomme par rapport à celle que Colombes connaît aujourd'hui. Là, en fait, c'est un ex-gendarme à la retraite qui la pilote, qui s'appelle Alain Faugeras, et qui a fait venir en fait d'anciens gendarmes du nord de la France, de la région de Lille et de Roubaix, gonflés à la testostérone, tatoués, musclés, et qui patrouillent dans les rues, mais comme de véritables miliciens. Et alors, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que les témoignages les plus importants, les plus incroyables, en fait, viennent d'anciens policiers eux-mêmes, qui étaient donc en place, qui ont entièrement, l'ancienne équipe a été entièrement purgée. Ils ont tous été radiés de leurs fonctions, de manière pas toujours très correcte. Il y a plusieurs affaires qui sont en instance de jugement auprès du tribunal administratif, et il y a même des plaintes au pénal qui ont été déposées. Donc en fait voilà, c'est vraiment c'est une enquête qu'on a fait plutôt depuis l'intérieur de ce qu'était la police municipale avant qu'elle soit remaniée et qu'elle prenne les formes qu'elle a aujourd'hui, quoi. Alors, vos appels au 01 40 33 9000, on est avec Fouzia, elle nous appelle de hier. Vous connaissez aussi hier, c'est en Essonne. Bonsoir Fouzia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'habite hier Essonne, dans le 91. On vous entend très mal, Fouzia. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans un endroit où vous captez, parce que là, ça capte pas. Est-ce que vous m'entendez? C'est un peu, c'est limite. Allez-y, on va essayer de décrypter. Alors, comme je vous ai dit, moi j'habite hier dans l'Essonne, dans le 91. L'ancien maire, c'était Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Donc la police municipale donc vise tout ce qui est bronzé. Il y a un racisme pas possible. Donc la police municipale se promène dans la ville comme du cow-boy, en fait. Ils font des PV, les PV. Donc nos enfants, ils sont harcelés. Les PV pour tout et n'importe quoi. Il y a des PV tout le temps, tous les jours, des PV, tous les jours, c'est harcelé, c'est invivable. Franchement, hier, pour une personne d'origine étrangère, c'est invivable. La police municipale font n'importe quoi, ils jouent au cow-boy, ils sont pas formés, ils sont pas, on dirait, leur façon de parler, leur but, c'est provoquer les jeunes, c'est de les insulter, ils n'ont pas le droit de répondre, ils ont le droit de rien faire, rien dire, ils ont même pas le droit de se défendre.
Et s'ils disent un mot, allez hop, garde à vue. Allez hop, garde à vue. Donc, les enfants, n'importe quel âge, 13 ans, 14 ans, donc mineur ou pas mineur, majeur, ils s'en foutent pour eux. L'essentiel, c'est de prendre un arabe ou bien un noir, le mettre en garde à vue. C'est vraiment leur but. Bon, merci Fouzia, merci pour votre témoignage du côté de hier, effectivement la ville où était maire Nicolas Dupont-Aignan. C'est semble-t-il visiblement les exemples qui se produisent un petit peu partout en région parisienne, dans les banlieues, quoi. On va faire simple. Et il n'y a pas en l'occurrence là de partis politiques pointés du doigt. C'est aussi bien du côté de gauche que du côté de droite, pour le coup, parce que vous avez notamment dans quelques villes du 93, c'est les communistes, d'autres c'est la droite, d'autres des socialos. Bref, il n'y a pas de, enfin je sais pas, peut-être je vous pose la question, Khaled et Yasser, est-ce qu'il y a comment dirais-je, un lien à faire avec un parti politique ou ça concerne vraiment tous les partis en l'occurrence? Non, j'ai pas l'impression qu'un parti ait le monopole de la question sécuritaire. Là maintenant, c'est dans l'air du temps depuis un moment. La mairie de Paris qui se dit qui est encore le dernier fief du Parti socialiste en France, envisage de créer sa police municipale. Je pense qu'on y reviendra. On y reviendra plus Absolument. tard. On va revenir dans un instant parce que voilà. Donc non, c'est dans l'air du temps. C'est politiquement et électoralement bankable. Enfin, en tout cas, j'imagine que la majeure partie des maires ou des hommes politiques qui mettent en place des polices municipales escomptent généralement un bénéfice électoral aux prochaines élections. Yasser, là-dessus, est-ce qu'il y a pas, comme le disait Khaled, ça n'appartient pas à un parti politique, c'est histoire de vouloir, en tout cas, créer la suspicion, la terreur au sein d'une communauté? Bon, déjà pour commencer, l'institution policière en France est profondément ancrée. On ne vit pas dans un État où la police rend des comptes. La police a toujours fait partie de l'État profond. C'est quand même la police qui est née encore une fois sous Pétain, avec un État extrêmement centralisé. La tradition s'est perpétuée après la libération. Il n'y a eu aucune remise en question. Et les pratiques que nous avons été aujourd'hui, par exemple les CRS d'aujourd'hui, sont les descendants directs des GMR qui étaient lancés sous Pétain et avec René Bousquet. Et donc il y a le dogme sécuritaire en France est littéralement accepté, absorbé. Pour le légitimer, on a fait appel au racisme pour dire cette police-là, vous savez, est là pour mater les Noirs et les Arabes dans les banlieues qui sont loin de vous. Circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, ce dogme sécuritaire a commencé à grandir en se disant, de toute façon, c'est une question politique, comme disait Khaled à l'instant, qui est bankable, c'est rentable politiquement, et on voit bien qu'on n'a pas une relation à la police de défiance. C'est tout ce que dit la police est acceptable, surtout avec des syndicats policiers qui sont quasiment tous, qui sont majoritairement à droite, et une institution qui elle-même vote à 52% Front National. Donc, bien que la police vote elle-même 52% Front National, on voit très bien que le dogme sécuritaire, lui, est transpartisan. Ça va de la gauche à la droite. Encore une fois, on érigeait sa légitimité sur le fait qu'il y avait une population suspecte, les Noirs et les Arabes d'hier, aujourd'hui maintenant les musulmans, avec ce qu'on appelle la radicalisation et la soi-disant lutte contre le terrorisme. Et maintenant, chaque ville veut passer au forceps avec une police municipale. Pourquoi ? Parce que vu que le centre de gravité de la politique en France est passé à droite, voire à l'extrême droite, les questions sécuritaires, la gauche a toujours eu un complexe vis-à-vis de cela pour se dire il ne faut pas que la droite ait le monopole de la sécurité et de l'ordre public, et auquel cas la gauche fait souvent pire que la droite pour montrer patte blanche à un électorat qui justement s'est radicalisé vers la droite. Très bien, avec Abdel qui est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Abdel. Bonsoir à tous, j'espère que le ramadan se passe bien pour vous. Oui, ça va. Alors moi je voulais revenir sur ce que j'avais entendu sur les Gilets jaunes. C'est vrai que les gens demandent l'intervention des cités, mais je voudrais faire rappeler aux Gilets jaunes que les cités, ça fait 30 ans qu'ils sont Gilets jaunes, je dirais même Gilets noirs. Quand on a eu les jeunes qui se sont fait électrocuter dans le truc d'EDF, c'était de leur faute. Oui. Quand on a eu Théo, c'était de sa faute. Quand on a eu beaucoup de banlieusards qui se sont fait tuer d'une balle dans la tête, c'était de leur faute, c'était des voyous. Les Gilets jaunes sont jamais venus défendre les jeunes des cités à ce moment-là. Et je sais de quoi je parle, parce que moi je suis du 92, et ça me fait bien rire, tu vois. Mais pourquoi ? Parce que Emmanuel Valls, monsieur Hollande et tous ces politiques ont mis le voile, le burkini, puis les Français ils ont bien adhéré à ça, et ça cachait un malaise social. Et un matin, les Français se sont levés.
Ils ont dit, bah tiens, j'ai plus d'argent dans mon porte-monnaie, je peux plus payer le loyer. Bah ouais, mais on vous le disait que le voile, le burkini, les musulmans que vous mettez sous le dos pendant 15 ans, c'était pour vous cacher un malaise social. Et aujourd'hui, les Français se sont levés comme les Allemands un jour, ils se sont retrouvés dans la merde. J'ai envie de dire un tout petit peu, bien fait pour vous, fallait vous réveiller, fallait arrêter de vous en prendre aux musulmans, on n'arrêtait pas de vous dire que c'était ça cachait un malaise social et on se servait de ça. Et aujourd'hui encore, les journalistes, parce que les gens, ils se gênaient pas pour mettre BFM Télé, pour appeler BFM Télé, pour dire nous sommes pas d'accord, les musulmans ceci, les musulmans cela. C'était du bon camouflage. Je suis désolé, Christophe. Je peux juste dire aux Français, soyez un peu plus intelligents la prochaine fois. Et voilà. Arrêtez de vous faire bourrer le crâne par des histoires de musulmans, de voile, de burkini, pour vous cacher une misère sociale. Alors, Yasser nous a trouvé un nouveau terme, c'est quoi? L'islam, quoi? Non. Islamo-diversion. L'islamo-diversion. L'islamo-diversion. Dès qu'il y a un problème social, on parle des musulmans. Islamo quelque chose, ça marche, hein, c'est, Islamo-diversion. Le problème, je veux dire, un exemple tout simple. En 2003, on a des millions de personnes qui marchent contre la réforme Raffarin sur les retraites. On a 1500 articles, tribunes, documentaires qui sortent sur le voile musulman ou les jeunes filles qui portent un foulard. Il y a à peine 450 sur la réforme des retraites. Ouais. C'est pas rien, veut dire 3 fois plus de couverture pour un fait qui était marginal et politiquement inexistant pour couvrir justement ce qui se passait dans les rues. Et on a eu par la suite tout un matraquage pour aboutir à une loi d'interdiction du foulard dans les écoles, mais absolument aucune loi, ou en tout cas une remise en question des réformes Raffarin. On l'a vu en 2009 avec l'affaire Wörth et l'affaire du vol intégral. On l'a vu encore une fois en 2015 avec les histoires de Burkini, etc. La liste continue. Le problème, c'est que personne ne se dit si on parle de ça. Ou pas, Yasser, est-ce qu'ils adhèrent à ça, les Français? Bien sûr, majoritairement. Bien sûr, ils adhèrent. Ouais. Bien sûr, ils adhèrent. Avec plaisir. Ouais. Ils adhèrent avec plaisir. Moi, je pense pas qu'ils adhèrent avec plaisir. Je pense qu'ils consomment. Je pense qu'ils sont formatés. Je pense qu'ils sont soumis à ce matraquage. Mais dire qu'ils adhèrent là, justement, la séquence des Gilets jaunes a montré qu'il y a tout un certain nombre de gens qui ont relevé la tête et ouvert les yeux. Mais ça n'a pas. Non, je suis pas d'accord. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que ça n'a pas remis en question leur adhésion à des thèses de droite. C'est qu'ils sont dit d'accord, on est contre les violences policières, mais la question d'après, on leur dit ouais, mais est-ce que les musulmans posent problème? Les sondages diront que oui, ça pose problème. C'est pour ça, en fait, il y a une espèce de... Ils prennent des coups, ça fait mal, mais ils disent pas pourquoi est-ce que ces coups contre mon corps et mon enfant sont devenus acceptables. Oui, mais pendant tout ce temps-là, ils ont rendu acceptables sur les musulmans. Oui, Abdel. Je vais t'expliquer pourquoi ils adhèrent. Quand moi j'ai débattu dans une radio, j'avais du mal à faire comprendre aux auditeurs qui étaient majorité, des bons Français, ils étaient d'accord pour la kippa, ils étaient d'accord pour la croix, ils étaient d'accord de voir 2 homosexuels s'emballer dans une terrasse de café. Pour ça, s'il y avait aucun problème, c'est la liberté en France. Mais par contre, j'avais du mal à leur faire comprendre que une femme voilée, elle avait autant le droit que l'homosexuel, elle avait autant le droit que l'homme qui portait la kippa, elle avait autant le droit que l'homme qui portait une croix, comme Johnny Hallyday sur un plateau de télévision. Et j'avais du mal à leur faire comprendre ça. Alors, excuse-moi, la majorité des Français adhèrent à ce discours politique, journalistique, surtout journalistique, et ils en remettent encore une couche aujourd'hui, ils essaient de reparler encore du voile, du burkini. Les Français ne sont pas d'accord pour le voile. S'il le pense, c'est que ça marche. Donc quelque part, il n'a pas tort, Abdel, parce que si les chaînes de télé, si les journaux font des couvertures là-dessus et des éditions spéciales sur les voiles et compagnie, c'est que ça marche, ça fait de l'audience. Donc quelque part, c'est qu'il y a une attente. Non, il y a 2 choses qu'il faut distinguer. Il y a certes, là où je suis pas d'accord avec Jacques Rancière, c'est quand il dit, il y a le racisme des élites, ça vient d'en haut, c'est eux qui alimentent. Oui, mais pour que eux alimentent, il faut des gens qui aient un terreau fertile. Or, tout nous prouve que les gens, comme tu dis, Khaled, et comme tu dis, Christophe, consomment, absorbent, sans réflexion aucune. Maintenant, la question qui se pose, c'est les personnes qui sont ciblées. Je veux dire, encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui est très pragmatique. Je me dis, si ces journalistes-là le font en connaissance de cause, je veux dire, avant qu'une émission se déroule, il y a une réunion, il y a un tableau blanc qui est rempli d'idées, comment est-ce qu'on va faire du buzz, comment est-ce qu'on va faire du chiffre, et donc les idées qui sont débattues dans les salles de rédaction et qui sont ensuite disséminées dans les différentes émissions, elles ont été homologuées au plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'impunité. On sait qu'on pourra pas remettre en question ça et ça. Maintenant, on sait qu'avec les musulmans, on fera du buzz quoi qu'il arrive. Maintenant, les personnes qui sont ciblées, qu'attendez-vous pour manifester sous les fenêtres des rédactions, pour envahir le CSA, pour contacter votre député lorsqu'il vote une loi qui vous cible vous, vos femmes et vos enfants?
ou bien est-ce que vous allez continuer à dénoncer en espérant qu'un jour les dominants aient une crise de conscience? Merci mon Abdel en tout cas. Ouais, Merci, à bientôt. Salut 01 40 33 9000 bien entendu pour nous appeler pour prendre part. Khaled, est-ce que ça t'étonne, tout à l'heure on en parlait avec Yasser, que parmi les 33 listes pour les européennes du 26 mai prochain, il y a quand même 2 listes affichées ouvertement islamophobes, tranquillement, ça passe. Renaud Camus, consort quoi. Voilà. Ouais, non, je suis pas surpris, mais je voudrais comment dire, revenir un peu à ce que disait Yasser. Là, je voudrais nuancer un petit peu. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple très précis. Moi, je suis plutôt d'accord avec l'idée drancière. C'est-à-dire que c'est une idée que j'ai mis très très longtemps à comprendre et finalement je l'ai comprise en 2003 quand il y a eu la première, enfin pas la première, la deuxième affaire du foulard qui a conduit à la loi qui a été votée en 2004. 1 ou 2 ans avant cette loi, il est très intéressant de noter, c'est Thévagnan qui l'avait fait remarquer dans un de ses bouquins, qu'un sondage avait été fait auprès des parents d'élèves pour leur demander ce qu'ils pensaient des voiles. Plus de 75% d'entre eux avaient répondu rien. C'est comme si moi vous me demandiez ce que je pense de la kippa ou de telle et telle forme de kippa. Moi je vous répondrais spontanément, j'en pense rien, je suis pas juif. Je m'intéresse pas à ces codes vestimentaires. Donc plus de 75% avaient répondu non. Entre septembre 2003 et le printemps 2004, il y a eu un nombre invraisemblable de d'émissions à la radio, sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de télévision, un nombre d'articles, etc. Il y a eu un tel, battage médiatique sur la question et un tel consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat. Pendant 6 mois, on n'a pas eu de débat. On n'a pas eu des gens qui disaient attendez, mais calmez-vous, ça reste une pièce de tissu, ou calmez-vous, on va quand même pas légiférer sur le prêt-à-porter. Enfin, je veux dire, on a autre chose à faire au Parlement que de voter ce genre de loi, etc. Non, il y a eu un quasi consensus sur la question. De telle sorte que, moi, si vous voulez, je me mets à la place du Français lambda qui habite au fin fond de la Sarthe ou du Doubs, je sais pas quoi, qui n'a pas de musulmans autour de lui avec qui triturer cette question, à qui poser des questions, etc. Moi, je conçois la panique qui puisse s'emparer de lui après un tel battage médiatique. Donc, juste pour terminer sur cette anecdote, 6 mois après, on refait le même sondage et plus de 80% des Français, plus de 80% des sondés sont favorables à la promulgation de cette loi. Donc, le terreau est fertile. On l'a rendu fertile, on l'a battu, il n'y a pas eu de rejet. Le livre de Thévagnan, Le voile médiatique, je l'ai lu et j'avais même fait une liste, les différents sondages par date et on voyait bien en fait au début c'était à 49-51, etc. Ça stagnait et en fait là il y a eu un renversement total de l'opinion, c'est quand Chirac a pris la parole à Tunis en disant qu'il faut légiférer, alors que la commission Stasi n'avait pas encore lu ses conclusions. En gros, il est en train de dire publiquement à Stasi, t'as intérêt à venir à des recommandations disant qu'il faut légiférer. Mais il n'y a pas vraiment eu d'opposition. Il faut pas oublier que même, soi-disant, la gauche soi-disant militante radicale, elle n'était pas non plus vent debout contre la... C'est de la gauche qui est venue cette affaire. Exactement. C'est quand même deux profs. Et c'est la LCR. Et c'est la LCR qui a fait virer les deux filles du lycée Henri Vallon. Donc Jacques Rancière, il dit que ça vient du haut. Je suis d'accord avec lui, mais il y a pas de rejet de ce qui vient du haut. Bon. En bas, on l'en consomme à la fin. Il n'y en a pas un qui dit, après combien de temps maintenant, 15 ans après 2004, il n'y en a pas qui disent, vous nous saoulez avec ça, on peut passer à autre chose. Moi, j'ai mon frigo qui est vide. Dans un instant, on va parler de cette nouvelle enquête, donc ce scandale révélé encore une fois par le CJL. Comment en es-tu arrivé là, Khaled? Parce que tu es un journaliste du CJL et c'est toi qui as mené l'enquête, qui t'a amené jusque dans les entrailles de la mairie de Paris, de Madame Hidalgo. Donc en détail dans un instant, un nouvel article qui risque de faire du bruit. Ça prend bien là pour l'instant, ça va? Faut demander à Yasser, c'est Yasser qui est le président du CJL, ça prend bien? Non, ça prend, de toute façon, on est encore... Il y a un procès là en vie ou quoi? Bon, écoute, je sors d'un procès il y a un mois, on va pas recommencer. Ça s'est bien passé au fait? Ouais, ça c'est, écoute, Khaled, on attend. Oui, très bien. Très bien. Très bien. C'est bien.
Dites donc les gars, j'ai un petit quiz pour vous. Parce que ça s'est passé dans l'actu, on parle évidemment de ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est bon aussi de se rappeler ce qui s'est passé. Et nous sommes le 9 mai les gars aujourd'hui. Tiens, je vous demande, et on va voir lequel est le plus rapide et le meilleur. Je vous demande quelle est la dernière ville de France à être libérée du nazisme. Quelle est la dernière ville de France à avoir été libérée du nazisme en 1945 à 9 mai? Est-ce que vous avez une petite idée, messieurs? Alors, messieurs, c'est nous? Oui, Ouais. bien sûr, c'est Yasser, c'est Khaled. J'en ai aucune idée. On est dans le nord. Parle comme ça là-bas. Dunkerque? Bon, il est bon le Khaled. Il est bon. Dunkerque, effectivement, fut la dernière ville à être libérée du nazisme. Ça, c'est pour Yasser, je pense. On est en 94. Quel est le président sud-africain élu et là du sud de l'État sud-africain élu par le Parlement? Notre liberté ne sera jamais totale sans la liberté des Palestiniens. Feu Nelson Mandela. Nelson Mandela, effectivement, un 9 mai élu par le Parlement, président du Sud-Africain. Ça c'est pour vous deux. Tiens, football. Je cherche un club de foot qui obtient, qui décroche pour la première fois de son histoire le titre de champion de France. C'était en 98. On est plutôt dans l'est de la France, messieurs. On n'est pas à Lens? Non, dans l'est de la France, j'ai dit. Ah, attends. Mulhouse. Non, pas Mulhouse. C'est pas très loin de l'Allemagne. Une grande ville. Strasbourg? Oui, Strasbourg, oui, Yasser, bravo. Strasbourg qui en 98 décroche son premier championnat de France. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une disparition. Un chanteur français, animateur télé. Il animait la chance aux chansons. Parolier. Il venait d'avoir 18 ans, notamment pour Dalila. Il a écrit pas mal de chansons. De qui s'agit-il? Cet animateur connu qui a animé nos après-midi de France 2. Tu vois de qui je veux parler? Pascal. Patrick Sevran. Pascal Sevran. Pascal Sevran, effectivement. Ouais, bien joué les gars. Bon bah écoute Khaled, ça nous fait quoi, du 2-2 là? C'est bien. Égalité parfaite les gars. Tu vois comme quoi c'est JL, c'est l'égalité parfaite. Égalité parfaite les gars, bravo. Restez bien avec nous sur votre radio France Maghreb 2 dans un instant de CJL. Il en sera question justement pour évoquer cette nouvelle enquête du CJL qui nous emmène donc à la mairie de Paris. Et j'ai commis une bêtise dans le quiz, pardon, mais c'est pas grave. C'était en 98, c'était pas Strasbourg mais c'était Lens. Donc t'avais raison mon cher Yasser, c'était Lens. Ne remets plus jamais en question ma parole. Non, mais donc 98, donc le Racing Club de Lens décroche pour la première fois de son histoire le titre. Bah oui, de je me champion de rappelle. France. J'étais au lycée. Et moi je sais pas pourquoi les gens j'ai voulu que débarquent ça avec le maillot de Lens. Je dis mais non mais on le marche sur la pire truc, tête. je te dis, c'est écrit Lens devant mes yeux là, devant mon écran, et j'ai été dire Strasbourg. Je sais pas pourquoi. Ça doit être l'effet Ramadan certainement. Restez avec nous sur France Maghreb 2. Il a bon dos l'effet Ramadan. Dans un instant, la mairie de Paris, on s'y intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Un certain Karim, je crois, qui est concerné dans cette affaire. Restez avec nous. Jeff, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Yasser Louati et avec Khaled Simohan qui est avec nous. C'est Khaled Simohan, journaliste du CJL, bien sûr, qui est avec vous en direct. Comment? D'investigation. Oui, journaliste d'investigation, absolument. Donc pour nous révéler et nous parler de cette nouvelle enquête, mon cher Khaled, qui nous emmène tout droit du côté de la mairie de Paris. Et qui concerne un certain Karim. Un scandale révélé donc au travers d'un article publié il y a quelques jours maintenant. D'abord, pourquoi qu'est-ce qui t'a conduit à la mairie de Paris, Khaled? En fait, c'est un des effets de la première affaire qu'on a traitée dans le 20e arrondissement, qui a conduit à la suspension du directeur général des services, donc le numéro 2 de la mairie, le patron en fait de l'administration municipale du 20e, qui avait été accusé d'harcèlement raciste et de grossophobie. J'invite les auditeurs à aller sur notre site pour en savoir plus. On a également publié une excellente interview de Françoise Vergès qui a commenté le sort qui est fait qui est fait aux femmes de ménage en général et aux femmes de ménage de couleur en particulier, aux femmes de ménage qu'elles soient d'origine maghrébine, antillaise ou subsaharienne. Ça, c'était dans la mairie du 20e. Ouais. Voilà. Alors suite à ça, il y a eu ce qu'on a appelé la mise en place d'une enquête de l'inspection générale. Donc l'inspection générale, c'est
C'est une espèce de, comment dire, c'est une officine au sein de la mairie qui est chargée de mener des enquêtes qui sont soi-disant objectives et indépendantes, mais qui ne le sont pas. Bon, généralement, elles servent surtout à blanchir les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires des accusations qui sont portées contre elles. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu, je crois, les résultats ou les conclusions de cette enquête. Donc, c'est suite à cette enquête a délié des langues. Beaucoup de gens ont pu se rendre compte que, je ne sais pas si les gens se rendent compte que la discrimination, c'est pas juste, comment dire, un patron, un contremaître ou un supérieur qui passe sa mauvaise humeur sur ses subordonnés. C'est un délit pénal, c'est-à-dire qu'on peut aller en prison pour ça. Alors, il y a malheureusement, ça arrive très peu. Ça se traduit comment? L'exemple concret? La discrimination. Oui. Alors, c'est quoi de la discrimination au travail? Alors, quel que soit ce qu'on met derrière le mot discrimination, qu'il s'agisse de discrimination raciale, discrimination de genre, ça peut être aussi, on peut discriminer une personne parce que c'est une femme. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de discrimination raciale. Ouais. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a pas les gens ne se rendent pas compte que c'est un délit. Ils en souffrent, mais ils s'en plaignent très peu. Ils s'en plaignent très peu et je rappelle que par exemple le mot de harcèlement, il a fallu des années avant que ce mot soit cité, en fait, puisse avoir droit de citer dans les tribunaux des prud'hommes ou dans qu'on appelle ça, ou les tribunaux administratifs. Maintenant, c'est reconnu, quel que soit ce qu'on met derrière, hein, harcèlement, comment dire, harcèlement moral, harcèlement raciste. Maintenant, c'est reconnu. Il va falloir, je pense, encore du temps avant qu'on reconnaisse qu'on reconnaisse à sa juste place la souffrance qu'occasionne la discrimination raciste. Monsieur le président du CGL, la discrimination, c'est votre terrain d'action? Mener des enquêtes sur la discrimination? Entre autres, oui. Donc le travail, bien sûr, nous, c'est tout ce qui touche aux droits humains et aux libertés publiques. Donc oui, les discriminations font définitivement partie de notre mandat, notre cahier des charges. Et donc oui, on commence toujours par l'investigation, d'abord pour savoir ce qui se passe, avant de mener campagne. Mais moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui vous emmène, par exemple, à un endroit particulier. Par exemple, là, on prend l'exemple de la mairie de Paris. C'est quoi? C'est des connaissances, c'est des bruits que vous entendez, des choses qui se passent, des. Alors c'est précisément la publication de notre enquête sur l'affaire Vorin dans le 20e, qui est arrivée aux oreilles de Karim. C'est lui qui nous a sollicité. D'accord. Donc c'est lui qui nous a sollicité. Et qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui, Karim? Alors là, il est dans une très fâcheuse posture parce que il y a une procédure de licenciement qui a été lancée à son encontre. Ouais. Donc, il a dénoncé le harcèlement raciste, le harcèlement raciste et la discrimination dont il a fait l'objet. Et ça lui conduit à un licenciement. Et le résultat, c'est qu'on est en train c'est qu'on est sur le point de le radier définitivement de la fonction publique. Mais il y a des preuves de cette discrimination. Elles sont là, les preuves? Est-ce que ceux qui discriminent font en sorte que ça se voit pas, que ça se sente pas, enfin si ça se sente mais que ça se voit pas. En fait, ce qui est très difficile à on prouve, voilà, ce qui est très difficile à prouver, c'est le harcèlement. Ouais. Là, en l'occurrence, le harcèlement dont il a fait l'objet, c'est très difficile à prouver parce qu'on peut pas savoir pourquoi c'est seulement lui, par exemple, et sa collègue antillaise à qui son supérieur a refusé de serrer la main pendant des mois et des mois. Ah oui. Alors que c'est quelqu'un qui est plutôt qui semble-t-il est plutôt avenant et a plutôt tendance à serrer les mains assez facilement. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est très difficile de faire remonter auprès de sa hiérarchie ou auprès de quelque instance que ce soit. Il y a des instances de médiation au sein de la mairie de Paris, il y a des psychologues, etc. Des syndicats. Je veux dire, je me surprends moi-même à les citer en dernier parce que théoriquement, ce sont eux qui sont censés. Oui, mais ils n'ont plus de poids, les syndicats. Défendre les travailleurs. En fait, c'est même plus grave que ça. Je vous avoue que là, il y a une dizaine de jours, j'ai eu affaire à l'un d'eux. J'ai discuté avec un syndicaliste de l'UNSA, qui est le syndicat, si je me trompe pas, qui est le syndicat majoritaire au sein de la mairie de Paris.
et à qui j'ai demandé est-ce qu'on vous a fait remonter des histoires de discrimination raciste, Oui. ou de harcèlement raciste. C'est un type très sympa, et donc il a vraiment pris le temps de m'écouter, de m'orienter, et j'étais j'étais choqué, j'ai pas été surpris par sa réponse, mais sa réponse était choquante. Non, ça arrive très rarement. Et puis quand ça arrive, on leur explique qu'en fait, que souvent, qu'ils se trompent. Ah oui. C'est-à-dire que vous allez voir le syndicat. C'est excellent. Voilà. C'est excellent. Alors, imaginez l'état des syndicats aujourd'hui en France, quoi. Voilà. Non, c'est une question qui est vraiment traitée de manière, à ma connaissance, très marginale par les syndicats. Non, mais on en rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Syndicales. Là, on a l'histoire de Karim qui est en train de dénoncer la discrimination dont il fait preuve à son égard. Et il a une procédure de licenciement. Est-ce que Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, est au courant de cette affaire? Khaled. Alors, elle est doublement au courant. Elle est au courant. Elle est doublement au courant parce que il lui a adressé un courrier, ouais. ainsi qu'à sa DRH, au mois d'août 2018. Oui. Auquel elle n'a pas donné suite. D'accord. Et puis elle a été interpellée également par la conseillère l'élu de l'opposition Daniel Simonet, ouais. De la France Insoumise, qui a profité du dernier Conseil de Paris, au cours du dernier Conseil de Paris, qui a profité de la question d'actualité qui lui était due pour interpeller et parler du cas de Karim. Ouais, du cas de Karim, pas que du sien d'ailleurs. Mais elle a interpellé donc la maire de Paris, et en retour, en réponse, Anne Hidalgo a envoyé son lieutenant, c'est comme ça que je l'ai nommé dans le papier, pour expliquer dans un verbiage bureaucratique toutes les instances de médiation qui existent au sein de la mairie de Paris, qui permettent d'écouter toutes les récriminations que peuvent formuler les agents, ouais. Avant de prendre la parole elle-même. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo a pris la parole pour littéralement traiter Daniel Simonet de menteuse, en affirmant qu'elle colportait des mensonges, etc. quoi. Donc le déni absolu. Je vous avoue que moi je suis pas du tout choqué, je suis pas du tout surpris par l'attitude de la maire de Paris, parce que je voulais donner un ton sarcastique à ce papier, parce que l'humour c'est la politesse du désespoir, et je me suis dit je vais mettre en perspective des campagnes. Vous savez qu'Anne Hidalgo, elle se plaint souvent d'être la cible de la fachosphère, de la droite et de la fachosphère. Ouais. Hein, alors que la fachosphère, si elle nous écoute, ce qui est peu probable, mais on sait jamais. Ah si, si elle au nous contraire, écoute. Khaled. Alors, messieurs, mesdames, a bien pêché ici. Messieurs, mesdames, rassurez-vous. Rassurez-vous, vous pouvez continuer à cartonner Anne Hidalgo sur les pistes cyclables et les embouteillages parisiens. Beau bazar à Paris. Mais si Anne Hidalgo croit dans les vertus de la diversité et de la promotion de l'égalité, rassurez-vous, elle n'est pas pratiquante, parce que ça se saurait. Il y a eu lors du dernier mandat, son prédécesseur avait commandité une enquête qui a été menée par l'INED. Bertrand Delanoë. Ouais. Et puis voilà, on a compris et on a su que son administration s'est littéralement empressée de jeter. Alors cette enquête, pardon, j'ai fait court. C'est une enquête qui était destinée à circonscrire la question de la discrimination au sein de la mairie de Paris. Alors toutes les discriminations, bien sûr, celles qui peuvent viser les femmes, les handicapés, les agents originaires des minorités visibles. Et quand on voit aujourd'hui l'évolution de cette question au sein de la mairie de Paris, et du nombre très important de plaintes qui ont été déposées auprès du tribunal administratif pour des questions pas simplement de harcèlement, mais également de souffrance au travail. On voit bien que la municipalité ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe dans les cales du navire, pour reprendre une métaphore.
Alors, Khaled, on rappelle, parce qu'on va pas tout révéler, tout dévoiler de cette affaire, il suffit d'aller lire, bien sûr, cette enquête menée par le CJL, Comité Justice et Liberté pour tous, à propos de la mairie de Paris, de ce Karim, donc, qui a dénoncé la discrimination dont il fait preuve, et ça lui vaut une procédure de licenciement. Mais est-ce que vous avez été jusqu'à vérifier s'il y a eu un changement, ou c'est une continuité entre justement l'ancienne mairie menée par Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo? Est-ce qu'il y a eu changement? Est-ce que vous avez écho d'une certaine continuité? Comment ça se passe? On peut comment dire rendre hommage à Bertrand Delanoë. Enfin, comment dire, rendre hommage, c'est peut-être un gros mot, mais au moins dire que Bertrand Delanoë a mis le doigt sur cette question. Il a mis le doigt sur cette question. Il s'en est emparé, c'est ça? Pardon? Il s'en est emparé? Il s'est emparé de cette question. Alors, il a mis, en tout cas, voilà, je pourrais pas dire, j'irai pas plus loin que ça, quoi. Il a mis le doigt sur cette question. Il a invité, l'INED, donc, qui est l'Institut National d'études démographiques, à s'installer au sein de la mairie de Paris pendant plusieurs mois pour mener cette enquête. Oui. Des conclusions ont été rendues, des recommandations ont été faites, et à ce moment-là, il est parti. C'est-à-dire qu'il a commandité cette enquête, je crois, 1 an avant de céder sa place à celle qui était son adjointe et qui est aujourd'hui la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui. Et force est de constater que non, je veux dire, en tout cas, celle qui lui a succédé n'a pas vraiment tenu compte de ses recommandations. J'ai le sentiment en fait que les seules recommandations dont ils ont peut-être tenu compte, c'est la création de tout un certain nombre de dispositifs de prévention, de prévention contre le harcèlement et la discrimination. Donc ces dispositifs existent, mais ils consistent davantage en fait à endiguer, à confiner ces affaires au sein de la mairie de Paris pour pas qu'elles paraissent ni dans la presse et surtout pas qu'elles aillent dans les tribunaux, qu'elles atterrissent dans les tribunaux administratifs. Khaled Yasser, votre premier rôle, c'est d'informer, on est d'accord, au travers de cette enquête, mais est-ce qu'il y a aussi quelque part l'envie peut-être d'épargner ou de venir à bout de ce licenciement de Karim, de lui épargner cette épreuve et qu'il puisse avoir gain de cause et qu'il puisse, au-delà de cet exemple, dire j'ai été discriminé, je l'ai dénoncé, et j'en ressors grandi parce que je reste à la mairie de Paris. Derrière toute investigation, il y a la volonté que le dysfonctionnement qui est dénoncé, parce que là il s'agit pas juste d'écrire, mais il s'agit aussi de dénoncer une injustice et un dysfonctionnement qui occasionne des souffrances. Et aussi de lutter contre l'impunité. Donc derrière tout type d'enquête de ce genre, il y a la volonté, assumée ou pas, que l'enquête se termine sur le bureau d'un juge d'instruction et que la justice puisse prendre le relais de ce qui est dénoncé. On rappelle. Donc oui, pour répondre à votre question, oui. Christophe, pour répondre à ta question, oui, j'espère que le fait d'avoir parlé de cette question, et j'espère que nos confrères reprendront l'histoire. J'espère que ça aura un effet positif. Les confrères, tu les qualifies comment d'ailleurs? Parce qu'ils sont assez peu nombreux à relayer votre travail. Pourquoi? Comment vous l'expliquez, Khaled? Alors, c'est je préfère ne pas répondre. C'est pour ça que je pose la question. Je laisse le professionnel répondre. Non, je dirais que oui, il y en a qui reprennent carrément votre enquête et qui se l'approprient aussi, ça existe, hein. Ça c'est vrai aussi. Bon, je dirais que pour commencer, je vais être soft. Disons qu'à leur décharge, on est pas de langue de bois. On a un site d'information jeune, neuf. Ouais. Donc on a peut-être pas encore. Vous avez tout approuvé, c'est ça? Oui, prouvé ce qui relève de notre rigueur professionnelle, déontologique, de notre probité, etc. Mais il y a peut-être aussi. Alors, depuis que j'ai mis un doigt
mais Yasser complétera parce que je le vois, je vois qu'Yasser n'est pas en train d'opiner du chef. Il y a aussi c'est pas le genre de la maison. Il y a aussi sans doute, enfin en tout cas depuis que j'ai mis le doigt sur ces questions, sur ces questions de maltraitance au sein des municipalités, je l'ai vu à Colombes. À Colombes, il y a plus de 30 affaires qui sont devant le tribunal, qui sont en souffrance au sein du tribunal administratif. Il y en a même 4 ou 5 qui sont devant le tribunal pénal, donc il y a carrément des agents territoriaux qui ont porté plainte devant le tribunal pénal. Donc du coup, il y a aussi sans doute peut-être un effet d'inflation de ce genre d'affaires. Il y a une dernière chose, c'est que très clairement, je pense que ce que je disais tout à l'heure sur la question, le fait qu'il a fallu de nombreuses années, peut-être des décennies, avant que la question du harcèlement soit prise au sérieux par des juges, par les tribunaux administratifs, par les tribunaux des prud'hommes. Maintenant, c'est quelque chose de relativement acquis. La question de la discrimination, je crois que c'est pas encore ça. Je crois que on n'est pas encore dans un pays où la question de la discrimination est quelque chose d'important. Contrairement à un pays comme l'Angleterre, je le prends comme contre-exemple et je parle sous le contrôle de Yasser qui connaît comment dire la culture anglo-saxonne, l'histoire et la politique, enfin ces questions-là dans le monde anglo-saxon beaucoup mieux que moi. Mais l'Angleterre, c'est un pays où qui consacre la liberté, une liberté d'expression sans aucune limite, de telle sorte que, à ma connaissance, on peut se mettre au milieu de Hyde Park, et enfin je l'ai vu de mes propres yeux d'ailleurs, et dire tout ce qu'on veut, quoi, absolument tout ce qu'on veut. C'est également le cas dans la presse, mais même si la presse, contrairement à ce qui s'est passé en France, notamment au niveau de l'affaire des caricatures, a fait davantage dans l'autocensure. Rien ne leur interdisait de publier, par exemple, les caricatures du prophète. Donc ça, c'est pour le racisme, c'est-à-dire qu'en Angleterre, voilà, il y a une liberté d'expression qui est sans entrave et sans limite. Ici, elle est cadrée, notamment par la loi Guesso et sans doute par d'autres dispositifs. En revanche, il n'y a absolument rien qui ne soit fait sur la question de la discrimination. Les premières mesures qui ont été prises en France, elles sont très récentes. Elles sont pas vraiment opératoires dans les cours de justice. Alors qu'en Angleterre, ils ont vraiment fait tout l'inverse. Vous avez le droit de détester les Noirs, les Indiens et les Pakistanais. Il n'y a aucun problème. Ouais. En revanche, si vous êtes reconnu coupable d'avoir discriminé l'un d'eux, pour entrer dans votre restaurant, dans votre boîte de nuit, à l'embauche, pour donner un logement, etc., ça va vous coûter la bagatelle de 250 000 livres. Ouais. On n'a pas ce type de dispositif en France. Ça fait 30 ans qu'on nous répète que le racisme c'est méchant et c'est pas bien. Mais ce qui pourrit la vie des minorités en France, c'est pas le racisme. Ce qui pourrit la vie le quotidien des personnes racisées en France, c'est la question de la discrimination. Dernier mot, mon cher Yasser Louati, président du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous. Peut-être d'abord pour aller lire les articles, le site, les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Alors, les articles, ils sont rédigés par des professionnels comme Khaled qui font leur travail, et puis voilà, nous on se réunit juste pour savoir quelles sont les trouvailles, etc. Le site, lui, c'est justice-liberté au pluriel.org, et on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, faut comprendre que les investigations du CJL s'inscrivent dans un cadre de travail qui est un peu plus large. Ça veut dire qu'on recherche l'information et on la dissémine, mais aussi qu'il faut aussi que cette information serve à mener des campagnes, qu'elle serve aussi à former aussi bien des personnes pour qu'elles soient au fait de leurs droits, mais aussi des personnes qui sont des professionnels de la presse, du droit ou de l'administration, pour comprendre vos décisions, voilà comment est-ce qu'elles affectent la vie de milliers de personnes au quotidien. Et le dernier volet, c'est le volet juridique, ça veut dire des actions stratégiques en justice pour mener un travail de fond, pour soit faire évoluer la jurisprudence ou bien faire avancer le débat public. Merci Yasser, merci Khaled. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Alors il nous reste absolument
vraiment pas beaucoup de temps, juste le temps de rappeler évidemment et de remercier d'abord Khaled Simran, journaliste d'investigation au sein du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous, d'aller voir Yasser l'article en question sur le site bien sûr du CJL internet pour aller voir ce dernier article qui concerne donc la mairie de Paris, la discrimination qui est pratiquée à l'encontre de Karim, notamment l'exemple donc de cet article, Karim qui a dénoncé la discrimination dont il a fait l'objet, voilà. Lui et sa collègue antillaise. Et qui après avoir dénoncé donc cette discrimination au sein de la mairie de Paris, se retrouve sous le coup d'un licenciement. Voilà, donc allez lire cette enquête absolument incroyable du CJL, Yasser Louati, le site internet bien sûr. Justice liberté au pluriel.org. Voilà, justice et liberté. Et sur les réseaux sociaux, justice liberté. Twitter, Facebook. Voilà, on est là, évidemment. Et qu'ils n'hésitent pas à poster leurs commentaires. Si des personnes sont en souffrance dans les mairies et les administrations, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à écrire directement à contact@justiceliberté au pluriel.org, et auquel cas, ça pourrait ouvrir la porte à une nouvelle enquête. N'hésitez surtout pas à commenter. Mail à Khaled, parce que là, moi, je me sens discriminé dans cette radio. Il y a que des Marseillais avec moi. Donc, je me sens discriminé. Khaled, est-ce que tu prends mon enquête? Ça mérite d'approfondir quand même. Dans la radio, il y a que des Marseillais. Je suis le seul PSG. Je n'en peux plus. Je suis discriminé. C'est une thérapie qu'il te faut plutôt. C'est pas une enquête. Très bien. Merci en tout cas beaucoup Yasser Louati. Merci Khaled. Merci Christophe. Et à très vite. Merci aux auditeurs. Restez bien avec nous. Dans un instant, le jeu du Ramadan. Pour vous inscrire et pour participer, FM2. Votre prénom, ville d'appel et numéro de téléphone 7 20 18. Il est 18h sur France Maghreb 2. Le rappel de l'actualité, Marc Salbert. Bonsoir Marc. Bonsoir. La préfecture du Rhône, pour l'acte 26 des Gilets jaunes, en invoquant des risques de troubles à l'ordre public, annonce une interdiction de manifester dans 4 quartiers de Lyon, où une journée de manifestation nationale est annoncée sur les réseaux sociaux. Les autorités se limitaient jusqu'à présent à bloquer les accès aux artères les plus commerçantes de la presqu'île. Samedi, il ne sera pas non plus possible de défiler dans les secteurs des gares Pardieu et Perrache et dans le Vieux-Lyon. À Lyon, à Nantes, à Marseille, un peu partout en France depuis ce matin, des milliers de fonctionnaires descendent dans la rue pour dire non au projet de réforme censé moderniser leur statut. Ce projet de loi qui doit être présenté lundi aux députés. Son auteur, le secrétaire d'État Olivier Dussopt, assure, lui, qu'il n'y aura ni retrait ni renégociation. Le numéro 1 de Force ouvrière, Yves Verrier, estime qu'il fait une grave erreur, alors que le plan de transformation est, souligne-t-il, unanimement rejeté par les syndicats, les 9 syndicats de la fonction publique qui ont appelé à une journée de grève et de manifestation aujourd'hui. Selon un décret publié au Vatican, le clergé est désormais tenu légalement de signaler les abus sexuels commis dans l'Église catholique, et les évêques sont responsables de ces actes, agressions ou harcèlement ou de leur dissimulation. Réaction critique du côté des associations de défense des victimes. Le président de la Parole libérée estime que le pape François essaie de faire croire qu'il va pouvoir sortir de la crise en faisant des projets de réforme sans prendre de décision immédiate, alors qu'il faudrait, selon lui, pas seulement des règles, mais des sanctions concrètes. Parcoursup commencera à rendre son verdict le mois prochain, le 15 mai, à partir de 19h, annonce faite par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les quelques 892 000 inscrits sur la plateforme pourront alors prendre connaissance des premières réponses à leurs vœux, acceptés dans la formation de leur choix, en liste d'attente ou refusés s'il s'agit de filières sélectives. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À tout à l'heure, 19h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.